Here we are, born to be kings. Un parking souterrain, deux hommes qui se battent à l'épée, tel fut le premier choc d'Highlander de Russell Mulcahy. Cela raconte l'histoire de Connor MacLeod, alors Conrad dans la version française, qui est un immortel. Il traverse les âges depuis son Écosse de 1536, multipliant les rencontres, les expériences et aussi bien sûr les combats. Car depuis plus de 400 ans, MacLeod affronte dans des luttes sans merci d'autres immortels pour remporter le prix, le quickening, l'accélération. Le seul moyen de le tuer est de leur trancher la tête, et c'est ce qu'il s'évertue à faire depuis des siècles, tout comme son ennemi juré, le Kurgan. C'est un guerrier sadique ayant tué la majorité des immortels, et c'est dans le New York de 1986 que MacLeod se prépare le combat ultime qui fera de lui le dernier des immortels, ou le Kurgan. Il ne peut en rester qu'un. La sensation que tu éprouves est l'accélération. Après le fabuleux Razorback, dont je parlerai bientôt, le spécialiste du clip vidéo des années 80, Russell Mulcahy, quitte son Australie natale pour faire mumuse avec des immortels, et pas des moindres. Kurgan. Ramirez. Assez étonnamment, Mulcahy n'est pas complètement fier de son Razorback, pensant qu'il a insisté sur la forme plus que sur le fond et avoir réalisé un clip d'1 heure et demie. Alors nous, spectateurs, c'est pas le cas, on s'est bien amusé pendant ce film-là, et attendons bien sûr avec impatience ce deuxième film du réalisateur très hypé de l'époque. Pour Gregory Whedon, le scénariste, 25 ans, l'idée lui a germé pendant qu'il était à l'université à l'UCLA avec obligation d'écrire un script. Bon, lui, ça le motive pas du tout, et donc il va écrire cette histoire, son histoire, appelée Shadow Clan au départ, qui est avant tout originale parce que les immortels vivent parmi nous, c'est ce qui l'intéresse le plus dans l'histoire. Il n'a pas fait de recherche sur l'Écosse et ses légendes, non, il s'en fout. Son histoire date d'aujourd'hui, enfin du moins en 1986, et l'idée qu'un être extraordinaire pourrait être notre voisin de palier le fascine. Il n'y a d'ailleurs que deux personnages centraux, le méchant et le héros. Alors il s'est inspiré, c'est vrai que quand on regarde Highlander, on peut y penser au film Les Duellistes de Ridley Scott, mais c'est en se rendant dans un musée à Édimbourg en Écosse que devant un homme en armure, il se pose la question de savoir comment vivrait cet homme à notre époque. Il n'écrira par la suite que quelques scénarios dont Backdraft de Ron Howard ou The Prophecy qu'il réalisera lui-même, assez proche d'ailleurs de son Highlander, en mettant en scène des anges, donc immortels, à la recherche d'une âme particulière. Motivé par son professeur à l'époque, il va chercher à vendre son histoire d'Highlander. L'histoire est assez vite achetée par Peter S. Davis et William Panzer, qui viennent de produire le dernier Sam Peckinpah, The Osterman Weekend. Alors bien sûr, quelques changements vont être effectués sur le scénario. Il sera retravaillé par Peter Bellwood et Larry Ferguson. Ce sont des changements de date, par exemple, de nom, ou l'ajout du prix, le quickening, ça vient d'eux. Le film est du coup moins sombre et moins ambigu que la version de Whedon, où MacLeod tuait carrément Brenda à la fin du film parce qu'elle savait qu'il était immortel et donc il devenait le Kurgan à son tour, appelé le chevalier dans son histoire. Ce nouveau scénar devait être plus simple suite à l'échec financier d'Osterman Weekend que les producteurs imputent à l'histoire, il est vrai, un peu alambiquée et compliquée. Juan Sanchez Villalobos Ramirez.
chef ferronnier du roi Charles V d'Espagne. Avec un budget qui va se monter à 16 millions de dollars pendant le tournage, ils engagent donc le jeune Russell Mulcahy. Le tournage qui est, lui, un peu chaotique, les oblige à travailler des journées de 19 heures, même pendant la seule semaine de tournage de Sean Connery. Qui êtes-vous? Nous sommes pareils, MacLeod. Nous sommes frères. Mulcahy tricha pour cela, il fit beaucoup de chants contre chants sur les plans de Sean Connery pendant sa confrontation avec le Kurgan par exemple joué par Clancy Brown et expliqua à l'acteur de ne pas se vexer mais que 4 caméras seraient focus sur Sean alors qu'une seule sur Clancy Brown. Les tarifs de Sean Connery l'exigeaient, c'était lui la grande star, cela n'équivaudra pas à ce qui touchera sur Robin des Bois, Prince des voleurs, 250 000 $ pour une prestation de 2 minutes à l'écran. Mais après ses prises, Mulcahy remplaçait Connery par une doubleur et resta donc dans les clous. Équilibre. Russell Mulcahy est un autodidacte et il changera sa façon de réaliser en fonction de l'époque, rapide pour les scènes actuelles et plus lente et majestueuse pour celles en Écosse. Agus, qu'est-ce que c'est que ça? Une panse de mouton farcie d'orge et de viande. Et qu'est-ce que vous en faites? Eh ben, on la mange. C'est vraiment répugnant. C'est un visionnaire à l'époque, il faut le savoir, il est complètement libre d'inventer une nouvelle façon de réaliser ses films. Sa façon de filmer, le concert par exemple des Duran Duran, avec As the Lights Go Down, change la donne à l'époque pour la façon de filmer un concert et donnera même le champ libre à d'autres réalisateurs pour s'y coller. Et toi, tu as les manières d'un jeune bouc et la puanteur d'un tas de fumier. Et en plus, tu n'as pas la moindre idée de tes capacités. Dès le début du film, un plan de grue devant un match de catch qui va se diriger directement sur le visage du seul personnage qui n'en a absolument rien à foutre, Connor MacLeod, de ce qui se passe autour de lui, et cuté par des flashs et des appareils photos, ça donne l'ambiance, le film va être fou. Gary Fisher, le directeur de la photographie, que Mulcahy définit comme étant un beau salaud avec qui il s'entend très très bien, a tourné avec Joseph Losey sur presque toute sa filmographie. Il y a eu beaucoup de contre-éclairage bleu, de fumigène, une profondeur de champ de fou, et avec des ombres portées, et qui font de ce Highlander un film choc à l'époque. Ça fait plaisir de te revoir, MacLeod. Moi aussi, ça me fait plaisir. Oh! Certains médisants disent que le film a vieilli, mais que nenni maintenant. Highlander est immortel à défaut d'être intemporel. T'es encore en vie. Pourquoi t'es pas mort? C'est un tour de magie. Les costumes de James Acheson, allant de l'imperméable et basket au cuir et piercing en passant par l'Écosse et l'Espagne, sont absolument magnifiques. Bah tu dois avoir raison, Jack. T'es de la race supérieure. Le costumier a d'ailleurs travaillé sur Brasil de Terry Gilliam, le dernier empereur de Bernardo Bertolucci, les liaisons dangereuses de Stephen Frears, Frankenstein de Kenneth Branagh, les Spider-Man de Sam Raimi ou le Man of Steel de Zack Snyder. C'est dire l'intérêt du bonhomme. Highlander reste donc un spectacle d'aventure totale de presque 2 heures, de la fantaisie cachée dans un film d'aventure où le réalisme des époques importe autant que ses personnages fictifs. Le film est gothique, passionné, romantique. Highlander nous sert tout avec une grâce et une fluidité sans pareil. Les époques s'entrechoquent entre elles à la faveur de transitions cinématographiques du meilleur goût, d'un aquarium à un lac, d'une Joconde au héros, d'un parking à l'Écosse, d'une vitre à une explosion de la Seconde Guerre mondiale. La scène entre le Kurgan et Ramirez sur cette tour qui s'effondre n'est pas sans rappeler le fameux duel entre Robin des Bois joué par Errol Flynn contre Charles de Gisbourne ou Guy en anglais joué par Basil Rathbone dans le fabuleux Les Aventures de Robin des Bois de Michael Curtis. Boulimique de vidéo, il faut le savoir, Mulcahy va s'inspirer des plus grands et même si le film reste figé sur ses plans d'une époque, il reste inédit dans sa façon d'être, de donner aux gens un film rare et intelligent dans la plus pure tradition du film hollywoodien, ne se donnant d'ailleurs aucune limite, où la caméra vertigineuse de Mulcahy donne une puissance évocatrice du narrateur de ce conte fantastique.
C'est Bob Keane, 26 ans, disciple du vétéran Nick Mallet, qui va s'occuper des effets spéciaux. Mallet reste au générique, alors qu'il a eu une légère crise cardiaque en début de tournage. Keane travailla sur l'Empire contre-attaque, un Séminoïde. Il va rejoindre Dark Crystal, dont on parlera très bientôt, je vous rassure. Puis le Retour du Jedi, il s'occupe de Jabba le Hutt. La Forteresse Noire, L'Histoire sans fin et Life Force suivront, et il se retrouvera donc sur Highlander. Une fois la base des effets installée, Mallet quitte les studios et Keane va se mettre au travail. Mais le budget est déjà bien entamé avec ce que Mallet a fait et certains passages ne prendront jamais vie. Les décapitations, par exemple, étaient très importantes et ne devaient pas être matière à de multiples effusions de sang. Il y eut donc 3 procédés. L'acteur qui incline la tête en avant, filmé de derrière avec une caméra fausse tête qui tombe, classique. Le mannequin mécanique, classique aussi. Et le troisième, l'innovation, pour l'époque en tout cas, superposer optiquement une tête sur la tête même de l'acteur et lorsqu'il tombe par terre, effacer la vraie tête. Les résultats sont assez bien réussis. Pour le Kurgan, par contre, il dut recréer une variation, une fausse entaille de 4 cm, en lieu et place du centimètre classique qu'on avait sur les entailles à l'époque, puis un cut pour la tête mécanique. C'est une belle décapitation en gros plan, elle est magnifique. Et lors d'une interview sur le quickening final, Keane expliquait que l'on devait voir le visage de MacLeod devenir tous les visages des immortels, puisqu'ils récupéraient leur force et donc tous les visages apparaissaient sur le visage de MacLeod, puis leur corps, comme dans Poltergeist, était autour de lui, certains bien amochés, dégueulasses, mais les scènes n'ont pas dû fonctionner puisqu'à la place de l'animation va être utilisée malheureusement, et pas de la meilleure des manières, ça fait quand même très dessin animé, ainsi qu'un plan de zoom très rapide sur l'œil de MacLeod où on peut y voir une tête sommaire de Christophe Lambert exploser. Le combat final est quand même exceptionnel dans ses couleurs et ses mouvements de caméra. Qu'est-ce qui t'a retenu? Plusieurs versions du film furent donc distribuées. Alors vous avez bien sûr l'américaine, la plus courte, pour ne pas compliquer la sensibilité, pour ne pas dire la bêtise du spectateur, qui ne comprenait absolument aucun retour en arrière, aucun flashback dans le film pendant les previews. Ce qui en dit long quand même sur ses spectateurs. La française, elle, sera amputée de certaines scènes, puis l'européenne par le biais de la vidéo, qui va me calmer sec quand je vais mettre la main sur la cassette vidéo pâle anglaise en VO sans sous-titres à l'époque, avec plusieurs minutes en plus. C'était absolument hallucinant. Et les DVD et Blu-ray qui vont suivre. Le Blu-ray des 30 ans du film, que vous avez en description, il est excellent et comporte de nombreux bonus, ainsi que la version intégrale du film. Tu dois la quitter, mon frère. Alors Christophe Lambert, le Highlander, après Greystock qui le révéla au monde entier, sera le début de sa gloire sur ce film. Il est tellement dans le rôle qu'il semble littéralement porter des siècles qu'il a traversés tout en cherchant à donner un sens à sa vie. Qu'est-ce que la vie sans la mort? Absolument rien. Il a aimé et perdu la femme de sa vie, il ne peut aimer à nouveau cette deuxième femme qui est en face de lui, puisque cela fait 4 siècles qu'il n'en a pas approché une, n'ayant que peu supporté la mort de la première, et sa fille adoptive qui vieillit inexorablement devant lui. Les immortels, il faut le savoir, ne peuvent avoir d'enfants, c'est ce qu'explique le personnage de Ramirez à MacLeod, et le prix est celui de pouvoir avoir des enfants, de vieillir et d'avoir la connaissance ultime. Je suis né il y a 2437 ans. Dans tout ce temps, j'ai eu 3 femmes. Christophe Lambert va enchaîner les succès entre paroles et musique, d'Eli Chouraki, Subway de je ne sais plus qui, et se prépare à travailler avec Marco Ferreri et Michael Cimino. Comment peut-on combattre un tel sauvage?
avec le cœur, la foi et le fer. Une chose est sûre, hein, l'acteur est plus à l'aise chez les Américains qui savent ce que c'est que la direction d'acteur pour moi que sur le marché français. Pourquoi le soleil se lève le matin? Pourquoi les étoiles sont-elles de petits trous d'épingle dans le rideau de la nuit? Sean Connery, c'est Sean Connery. Donc il est arrivé, il avait dans son contrat exactement 7 jours de tournage et pas un de plus. Nous nous sentirons irrésistiblement attirés vers un pays lointain, où nous combattrons pour le prix. C'est quelque chose qu'il faisait assez régulièrement quand il n'était pas en tête d'affiche et qu'il était engagé pour un rôle de mentor, comme ce fut souvent le cas quand même dans sa fin de carrière. Plus vite! Plus vite! Connery est même assez surpris de voir que Russell Mulcahy arrive à finir ses prises dans les temps. Sean Connery fascina le réalisateur pendant le tournage. C'est un homme qui n'accepte pas l'incompétence sur un plateau, mais il s'est pris d'amour pour le personnage de Ramirez. C'est très bien entendu en plus avec Christophe Lambert. Ne perds jamais ton sang-froid. Quand il sortait de sa caravane pour tourner un plan, le silence était automatique, elle se faisait de lui-même, juste par la présence de l'acteur, ce qui est absolument hallucinant. Si ta tête se détache un jour de ton cou, tout est fini. Allez, McLeod! Il y joue ici donc Juan Sanchez Villalobos Ramirez, donc le mentor de Connor McLeod, avec une classe absolue. Il est doublé par sa voix magique, la meilleure, Jean-Claude Michel, qui nous a malheureusement quittés. Clancy Brown et le Kurgan, l'acteur est vraiment révélé aux gens avec ce film-là. Outrancier, sadique, fou, le Kurgan est absolument terrifiant, tellement que pendant la scène de la poursuite en voiture, l'actrice Roxanne Hart qui était à ses côtés finit par hurler de peur tellement l'acteur était dans son rôle. Son look en Écosse, comme en 86, est aussi très bien foutu. Si l'on regarde bien le costume, en tout cas le blouson du Kurgan, il garde sur lui des éléments pris sur ses victimes, comme la boucle d'oreille de Ramirez qui est sur la droite. Oh, t'es à croquer. Il est ici doublé par Richard Darbois, qui fait aussi d'autres voix dans la version française, puisqu'on tournait à l'économie à l'époque dans les versions françaises. On reconnaît presque pas sa voix tellement elle est profonde. J'ai quelque chose à dire. Il vaut mieux mourir que je disparaisse. Donc Clancy Brown fut remarqué dans les aventures de Buckaroo Banzai de W.D. Richter, la promise de Frank Rodham où il jouait la créature de Frankenstein. Bonne fête des morts, mesdames. Puis suivirent bien sûr de grands films comme Blue Steel de Catherine Bigelow, Randonnée pour un tueur de Roger Spottiswoode, Les Évadés de Frank Darabont, Starship Troopers de Paul Verhoeven et jouera dans le prochain John Wick. J'ai pris sa tête et j'ai violé sa femme alors que son sang était encore chaud. Sa voix en VO est très gutturale, il fera faire nombre de voix dans l'animation, mais il y est magnifique dans le jeu Detroit Become Human de Sonic et Quantic Dream, où on utilisera non seulement sa voix, mais aussi son visage. I call him Sumo. Il prit vraiment son temps pour accepter le rôle, ayant de nombreuses allergies au maquillage. Je suis Conrad McCloud du clan des McCloud. Roxanne Hart, qui joue Brenda, la seconde compagne de Connor, celle du présent, n'a pas une filmographie particulière. Elle est doublée par Frédéric Tirmont. Qu'allez-vous faire avec ça? Prenez-le. La voix d'ailleurs d'Emma Thompson, de Sigourney Weaver ou de Meryl Streep. Bière et terrine, ça te fait envie? Mais comment? Betty Inney, la première femme de Connor, Heather, qui est absolument magnifique dans ce film, aura une filmographie, elle, dans beaucoup de séries de téléfilms anglais. Sa dernière apparition fut dans la très belle série Paul Dark, où elle y joue une paysanne aux formes plus qu'arrondies. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Une épée? Alan North, qui joue le lieutenant Moran, est ici doublé par Jack Dinham, acteur prolifique et voix de Jerry Lewis, Eli Wallach, Burgess Meredith dans Rocky 2 et Rocky 3 puisqu'il double l'entraîneur. D'accord, il s'appelle Iman Fazil, mais vous vous êtes disputé sur le prix et tu lui as coupé la tête. North est connu pour avoir joué le capitaine Ed Hocken dans la série Police Squad des As, qui donnera plus tard Y a-t-il un flic pour sauver la reine et Y a-t-il un flic pour sauver le président avec le personnage de Frank Drebin, mais son personnage est remplacé par George Kennedy.
La musique d'Highlander est un scandale dans la distribution musicale. La superbe partition orchestrale du regretté Michael Kamen, mêlée aux superbes chansons du groupe Queen, fait l'inverse de ce qui avait été fait sur Flash Gordon avec Howard Blake. Mais à ce jour, si ce n'est un disque édité chez Edel avec seulement 5 morceaux pour moins de 20 minutes de musique, laissant la place aux musiques du deuxième et troisième opus dont on n'avait absolument pas besoin, et l'album Kind of Magic de Queen pour les chansons mais en version album, jamais Highlander n'eut de véritable édition digne de ce nom, si ce n'est des bootlegs ou des promos avec un son parfois exécrable venant de cassettes de mauvaise qualité. C'est ça, l'accélération. Un scandale absolu dans la musique de film, les thèmes de Kamen et les chansons dans leur version cinématographique sont absolument démentiels, jusqu'au New York, New York chanté par Freddie Mercury à la voix absolue. Le morceau, accompagnant l'entraînement par Sean Connery sur Connor, reste un des plus beaux morceaux jamais composés par Michael Kamen. La musique avait pourtant été annoncée chez EMI, l'album de Michael Kamen ne verra donc jamais le jour, le film n'ayant pas déchaîné les foules et les vues chez le spectateur américain. De plus, la localisation des bandes d'enregistrement serait apparemment un problème. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Épique, atonal et avec certains thèmes fascinants de beauté majestueuse, la musique d'Highlander est si riche que c'en est encore plus rageant. Sûrement dû à des problèmes de droit avec le groupe Queen, puisque certains morceaux, dont le superbe Who Wants to Live Forever, écrite par Brian May et sublimé par l'orchestration de Michael Kamen, englobent les droits et du groupe et du film. Même sur le deuxième film, Stewart Copeland, le batteur du groupe Police, qui fit quelques musiques de films en son temps, comme Wall Street ou la série télé Equalizer, ne reprit jamais les thèmes de Michael Kamen et nous infligea une des pires musiques de films jamais écrites, à égalité avec le GoldenEye d'Eric Serra. C'est gratuit mais ça soulage. Donc Highlander fut un échec, mais surtout aux USA, pas en France, il cartonna même en vidéo dans le monde entier. Un reboot serait d'ailleurs en préparation avec Henry Cavill. La saga a bénéficié d'une fanbase assez solide et d'un engouement toujours renouvelé, bien que rarement récompensé. Alors il y a eu 6 films au total, une série de 6 saisons, une série spin-off, 2 séries animées, un manga, des jeux, des romans, et le tout hormis Highlander premier du nom, allant du sympathique à l'abomination. Alors ne me demandez pas dans les commentaires de parler du deuxième film, absolument raté sur le fond et la forme malgré ses nombreux remontages, dont le Renegade version, adulé par certains. Je pourrais en avoir des problèmes gastriques et cela me ferait faire des lessives beaucoup trop souvent. Christophe Lambert est obligé de travailler sur le deuxième opus alors qu'il déteste le script et obligea les producteurs à reprendre Sean Connery. Sean Connery va demander, lui, 3 millions de dollars pour 6 jours de tournage, record battu. Même le Kurgan faillit revenir, mais heureusement l'acteur refusa, il n'est pas con. Et il n'y a guère que la belle Virginia Madsen qui nous réveille, un temps soit peu. C'est la compagnie d'assurance qui reprit le budget en plein tournage et tourna tellement à l'économie que le film le rend plus sur la série Z que la série B. Le premier film se suffisait de toute façon à lui-même, malgré quelques bonnes idées sur la série, mais comme cette série est aussi bien réalisée qu'un épisode de Navarro, il aurait été judicieux d'arrêter les frais bien avant. Patience, Highlander. Tu as bien œuvré. Bah voilà, donc Highlander, moi c'est un film que j'adore, qui n'a pour moi, à mes yeux en tout cas, pas vieilli. Alors est-ce que c'est parce que j'ai encore mon visage de gosse, j'en sais rien, c'est possible, mais voilà, bon j'adore ce film, c'est un grand film, je lui mets bien sûr la note de 7 sur 6 pour l'histoire, pour les acteurs, pour la musique, pour nous avoir fait rêver pendant toutes ces années, je trouve ça démentiel, un grand film, j'espère que vous serez quand même d'accord avec moi. En tout cas on en parlera dans les commentaires comme d'habitude, vous savez que je réponds. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, à regarder des vidéos, plus on grandit, plus on est heureux. A bientôt, bye bye. Tu as un pouvoir au-delà de l'imagination. Serre-t'en bien, mon ami.